Questions diverses. On a encore des questions diverses, puisque dans notre ordre du jour, dans notre règlement intérieur, donc Monsieur Le Jamtel, vous avez posé des questions diverses. Alors, je ne sais pas qui les pose, mais toujours est-il que le Conseil municipal a fait l'objet déjà d'un certain nombre de débats. Il y a peut-être déjà des réponses qui implicitement ont été données à des questions que vous vous posez, d'une certaine façon. Donc voilà, je vous laisse toute discrétion pour pouvoir, et tout discernement pour pouvoir poser des questions sur lesquelles vous n'avez pas encore des éléments de réponse qui vous auraient été apportés précédemment dans notre débat. Oui. Non, mais... Non, oui. mais c'est parce que j'ai pas la feuille sur moi. Alors, comme il se fait tard, je veux bien faire un travail de mémoire, mais j'ai travaillé toute la matinée, donc là... Bon, ok. Non, la première question concernait sur le centre municipal de santé. Non, ça, il y a eu des... il y a eu des éléments de réponse. Éléments de calendrier sur la date du premier comité de pilotage. Vous savez qu'on a recruté quelqu'un, donc une nouvelle directrice générale adjointe. Elle va arriver notamment le 1er novembre. Il se trouve qu'elle a aussi une connaissance de ce dossier, une expertise. Donc voilà, ça va se dérouler très peu de temps. Le premier comité de pilotage se déroulera très peu de temps après son arrivée. La deuxième question, c'était quels scénarios sont envisagés pour l'avenir du forum. C'est bon. Voilà, vous avez eu des éléments. Où en est la convention de jumelage avec le camp de réfugiés d'Aïda en Palestine? Je pense qu'il y a une rencontre qui a été faite avec le comité France-Palestine. Donc je laisse Anne Napic apporter des éléments de réponse là-dessus. Voilà, alors donc je crois que le comité France-Palestine s'est adressé à chacun des groupes politiques pour expliquer un petit peu quelles avaient été les actions de ce comité, dans quel but, et les actions aussi de la ville envers le camp de réfugiés d'Aïda. Alors, c'est vrai que peut-être qu'à terme, nous pourrons arriver à effectivement faire un jumelage avec le comité, enfin pas avec le comité, mais avec le camp d'Aïda. Dans l'état actuel des choses, on a un comité populaire du camp d'Aïda que nous n'avons encore jamais rencontré, qui n'a pas été réélu faute d'avoir pu faire des élections démocratiques ces dernières années, parce que empêché par la situation et sa proximité avec le mur israélien. Donc nous avons proposé au comité France-Palestine, pour lier et créer des liens importants, donc à travers eux, mais aussi en espérant motiver d'autres associations, à travers notamment la Semaine de la Solidarité internationale. Nous leur avons proposé un certain nombre d'actions de soutien dans ces liens avec la Palestine, notamment dans le cadre de la Semaine de la Solidarité. On a proposé de faire la communication sur les conférences qu'ils mettent en place et le repas qu'ils mettent en place aussi le 17 novembre, me semble-t-il, non, le 15 novembre. Ensuite, ils font un festival du film palestinien à l'Odéon que nous soutenons. Nous allons apporter une subvention afin que les conférenciers puissent être de qualité dans le cadre de leur semaine. Par ailleurs, nous avons aussi, a priori, décidé qu'on pouvait mettre un olivier. Il semblerait que la meilleure place, d'après les services, soit derrière la salle des mariages de la mairie de la Butte. Et puis, je me suis mise en contact avec la commune de Nogent-sur-Oise, qui a déjà un jumelage avec ce camp d'Aïda et qui confirmait un petit peu mes craintes, c'est-à-dire qu'ils avaient essayé de monter des projets, ils étaient très motivés puisque la personne qui s'occupe des relations qu'ils appellent eux institutionnelles et pas internationales avait son conjoint qui était dans le comité de jumelage avec la Palestine, mais malgré toute leur motivation, n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leur projet, ni même à véritablement s'implanter, puisqu'ils ont dû ramener leurs fonctionnaires très vite pour des questions de sécurité sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai proposé au comité France-Palestine d'instaurer des liens culturels, associatifs, qui pourront peut-être nous mener à terme à une signature d'une charte de jumelage ou de coopération qui est un fondement et dans laquelle les habitants et les associations, notamment de solidarité internationale, soient partie prenante.
En tant que collectivité territoriale, on a quand même un certain nombre de mesures et de prudence à prendre, notamment lorsqu'on veut faire de la coopération et pouvoir envoyer quelque part des fonctionnaires. Actuellement, il faut très clairement dire que ce n'est pas possible et que je souhaite d'abord pouvoir rencontrer ces gens du comité populaire en espérant qu'ils soient quand même renouvelés parce que c'est le seul organe démocratique du camp d'Aïda. Donc ça n'est pas du tout une porte fermée. D'ailleurs, dans cette mesure, afin de bien affirmer notre soutien à la diffusion de l'information sur la culture palestinienne et cette nation qui souhaite avoir un État à côté de l'État israélien depuis de nombreuses années, nous passerons une délibération au prochain conseil municipal indiquant quelles sont les lignes de cette politique concernant la Palestine. Ce sera donc un engagement public de la collectivité, puisque le conseil municipal est évidemment un engagement public. Voilà. Okay. La question suivante était sur le lieu de cérémonie pour des obsèques civiles. Alors, je ne sais pas qui c'est qui apporte des éléments de réponse, Christian. Bon, c'est vrai qu'on est confronté à une évolution des pratiques funéraires, donc en règle générale, ce que nous faisons dans la mesure du possible, nous mettons à disposition des salles, hein, mais je dis c'est dans la mesure du possible. Mais je ne sais pas si tu as d'autres éléments à apporter. Je veux dire, dans notre programmation de mandat, nous n'envisageons pas de créer un lieu dédié. Hein, c'est évident. Alors, ce sera une réflexion qu'il faudra mener sur le long terme. On aura l'extension du cimetière des Ragotins. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire quelque chose là-dessus? Mais c'est un projet, pour l'instant, donc sachant que quand nous sommes sollicités, nous essayons d'y répondre. Je sais pas si... Oui, tout à fait. C'est un sujet assez délicat. Effectivement, la famille, quand elle souhaite réserver une salle, évidemment, dans ces conditions-là, c'est toujours dans les derniers moments. Il faut que la salle soit disponible. Et comme vous le savez tous, les salles municipales, enfin pour certaines, pas toutes, mais les salles municipales sont réservées quasiment au moins 1 an à l'avance pour les associations ou pour diverses manifestations. Donc, effectivement, quand la salle se trouve disponible, quand elle est sollicitée par une famille 2 jours avant une cérémonie, il est toujours possible de l'avoir, mais quand elle est disponible, bien sûr. Je peux comprendre que la mémoire des conseils se perde un peu sur certains sujets, mais la question, on l'a posée au mois de juin. C'est pas la réponse qu'on avait eue. Hein. On avait eu une réponse plus affirmative sur le fait que c'est un sujet qui allait venir un peu sur le devant de la discussion. Donc, on ne peut pas considérer que la possibilité pour les familles, dans ces cas de figure-là, de solliciter la collectivité, soit une réponse satisfaisante. Je pense qu'il y a des collectivités où des salles dédiées à des obsèques civiles sont mises en place. Donc on peut tout à fait solliciter ces collectivités-là pour savoir comment les projets ont été menés, ont été mis en œuvre. Et je pense que, bon, évidemment, c'est pas un sujet facile, mais c'est quand même un sujet qui doit pouvoir nous permettre de faire un consensus entre les 3 groupes et de trouver une solution dans un délai raisonnable. Peut-être mettre en place un groupe de travail restreint qui essaye d'avancer sur ce sujet-là, des propositions lors des prochains conseils municipaux, quoi. Tout à fait. Mais qu'on soit clair sur ce sujet, nous sommes en train d'élaborer notre programmation de mandat. Il faudra qu'on fasse des arbitrages. Dans notre programmation de mandat et dans notre programme municipal, nous n'avons pas prévu de construire un lieu dédié. Voilà. Alors ensuite, pardon ? Ensuite, je n'ai pas terminé. Donc, dans l'immédiat, nous essayons en tant que besoin et en fonction des disponibilités de mobiliser les salles municipales. Il y en a une déjà qui est fréquemment demandée et que nous mettons à la disposition des familles. Ensuite, si dans le cadre de la réflexion sur le patrimoine municipal, sur les opportunités, je veux dire, la réflexion est ouverte. Mais je ne veux pas faire de promesses inconsidérées. Si ce n'est que oui, ça correspond à une vraie attente et sur laquelle il faudra qu'on apporte, j'en suis tout à fait convaincu, des réponses. Je ne sais pas si c'est tellement une commission à mettre en place. Je crois que c'est un sujet... Non, mais on aura l'occasion d'en discuter, de faire le point, notamment dans le cadre de la gestion du patrimoine. En commission aussi. Voilà, ou en commission.
en commission. Voilà. OK. Sur la 4G, sur la fibre à la 4G, donc il y avait une question sur justement sur le numérique. Qu'est-ce qui veut apporter des éléments de réponse ça sera peut-être apporté au niveau du Conseil de CUC. Voilà. Non, mais c'est une compétence qui est partagée avec Manche Numérique. Je laisse la parole à Benoît Rivet, président de la communauté urbaine. Oui, effectivement, le haut débit, c'est traité sur le département de la Manche par Manche Numérique, qui est la structure que vous connaissez tous. Aujourd'hui, sur l'agglomération, chiffres à l'appui, nous sommes plutôt en avance par rapport aux agglomérations de notre taille en termes de développement du haut débit. 17 000 prises sont aujourd'hui raccordables au haut débit. Manche Numérique vient de relancer un appel d'offres, vient d'attribuer un appel d'offres à plus de 160 millions d'euros sur l'ensemble du département pour continuer les travaux, puisque grâce à la création commune de Manche Numérique, nous sommes encore une fois un département en avance. La CUC, la communauté urbaine, remet un peu plus de 3 millions dans l'opération, ce qui ferait que si tout se passe bien, conformément à nos engagements d'ailleurs, si tout se passe bien en termes de planification de travaux, et si les entreprises ont la capacité à programmer les travaux dans les délais prévus, nous serons en 2018 ou 2020 maximum, nous aurons eu la capacité de couvrir l'ensemble de l'agglomération en fibrage. Donc nous serons encore une fois en avance par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc voilà les derniers éléments. L'appel d'offres Manche Numérique a été attribué il y a quelques semaines. La communauté urbaine, encore une fois, participe de nouveau à hauteur de 3 millions pour que les 17 000 prises aujourd'hui raccordables se transforment en plus de 45 000 à échéance 2020. D'accord, avec une couverture totale donc, des foyers de l'agglomération, donc plus tard en 2020, 2018-2020. Voilà. Un autre élément important, c'est qu'aujourd'hui, les habitants s'interrogent régulièrement, puisque je vous parle des 17 000 prises raccordables, donc il suffit, lorsque les usagers et les particuliers se rendent en boutique, ils savent si leur numéro est concerné ou pas, est éligible. Ça peut varier d'une rue à l'autre, bien évidemment, en fonction du déploiement. Et puis les opérateurs s'engagent à mettre assez rapidement maintenant un site internet commun où on pourra, de son domicile, à partir en tapant son numéro, savoir si oui ou non on est raccordable ou pas. Aujourd'hui, c'est des choses qui existent, mais qui fonctionnent peu ou mal dans la précision. Et ce qui a été demandé aussi, c'est aussi le travail de Manche Numérique, c'est d'affiner ces choses pour que les particuliers puissent avoir une réponse plus précise et plus rapide. Voilà où on en est aujourd'hui sur le dossier, mais encore une fois, nous sommes en avance là-dessus. Et les investissements communautaires et également ceux de Manche Numérique vont nous permettre de conserver cette avance dans les années qui viennent. Alors sur la 4G, le déploiement de la 4G, il est, j'allais dire, malheureusement, donc on voit la différence entre la fibre optique où on voit que la puissance publique intervient, elle intervient très fort sur des missions de service public. Sur la 4G, c'est aux opérateurs de déployer, la 4G en fonction, j'allais dire, des besoins qu'ils sentent, notamment au niveau du marché. Alors, parmi les différents opérateurs, moi je sais que sur Cherbourg-Centre, je pense que les 3 principaux opérateurs ont largement déployé la 4G pour les téléphones portables. Voilà. OK. Bon, ce qui permettra sur d'autres sujets de revenir, je veux dire, on a des compléments de questions diverses, je parle toujours sous le contrôle de Benoît Rivet, lundi un conseil de communauté, donc ça permettra de réaborder des dossiers qui n'auront pas été abordés dans ce conseil municipal et qui ont, je dirais, une portée communautaire sur ce dossier. Voilà, je propose de... Ouais, mais enfin bon. Donc, les autres questions seront abordées en conseil de communauté, je vous propose lundi. Je vous remercie de votre attention. Il est 19h pile, donc ce qui montre que 4h30 de conseil municipal. Donc, on se fait une projection si on se revoit le 27 à 17h. Donc, ça vous donne à peu près une estimation de notre atterrissage le 27 novembre prochain. Merci de votre participation et de votre attention.